Bonjour et bienvenue pour un 7-8 Culture exceptionnel, un numéro entièrement consacré à un lieu, une histoire, une famille, les Breteuil. Et durant 26 minutes, nous reviendrons sur le pari un peu fou d'un jeune homme de 17 ans qui a refusé de voir son château familial vendu pour l'ouvrir au public. Nous découvrirons certains membres de cette famille proche du pouvoir royal durant de nombreuses années. Nous nous promènerons au cœur des jardins et nous ferons foisonner notre imagination en nous plongeant au cœur des contes de Charles Perrault. Rendez-vous incontournable pour les petits et les grands lors d'une visite. Le château de Breteuil appartient à la même famille depuis 400 ans, mais n'est accessible au public que depuis seulement 50 ans, au début des années 1960. Un jeune homme de 17 ans, Henri-François de Breteuil, veut le faire découvrir au grand public. Bonjour Marquis. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein de votre château, un site dans lequel vous avez vécu avant de l'ouvrir au public. Oui, j'y ai vécu quand j'étais jeune écolier. Je faisais mes études à Paris, mais dès que je le pouvais, c'est-à-dire dès le samedi après-midi et le dimanche, je venais ici dans un château qui était vraiment en ruine à l'époque, complètement à l'abandon, mais je tenais ainsi à montrer que j'avais l'espoir un jour de le remettre en état et de le restaurer pour le grand public. Et justement, cette ouverture au grand public, c'est le 12 avril 1969, et je vous propose de revenir sur cette histoire dans notre premier sujet. Une première visite après 2 ans de travaux. Le 12 avril 1969, le pari fou du 10e marquis de Breteuil se concrétise, ouvrir son château familial au public. J'étais tout à fait accompagné par Séverine, mon épouse, qui a joué un rôle essentiel dans la restauration de ce château. Il y avait les parquets à refaire, il y avait des plafonds à refaire. Et je dois dire que si on n'avait pas été deux, je crois que je n'y serais jamais arrivé. Et le premier élan est venu en 71, lorsque nous avons pu demander au musée Grévin de mettre les 6 premiers personnages pour évoquer l'histoire du château, l'histoire de la famille. Donc ça nous a fait passer de 5000 visiteurs à 42 000 visiteurs. Un château qui le passionnait, Henri-François de Breteuil pousse son père à le lui donner. Le site était destiné à être vendu à des promoteurs. Il appelait souvent ce château un éléphant blanc. Et il trouvait que c'était vraiment la catastrophe, que ça avait été le cas pour lui, que tout ce qui se passait avant 14, quand le roi d'Angleterre Édouard VII venait, c'était glorieux, magnifique, etc. Mais que depuis la guerre, c'était complètement impossible, que ça lui avait rendu la vie très difficile. Henri-François de Breteuil convainc André Malraux, ministre de la Culture, de classer une partie du domaine. À seulement 17 ans, le marquis souhaite partager son histoire, celle des Breteuil, avec les visiteurs. Dès que j'arrivais dans une bibliothèque, une librairie, qu'on me signalait un livre où il y avait même 3 lignes sur les Breteuil, je me précipitais sur le livre pour voir la table des matières et voir ce qu'on disait sur telle ou telle enseigne. Donc c'est ça que j'ai voulu raconter à nos visiteurs, comment une famille qui vit ici depuis 4 siècles va rencontrer l'histoire de France ou même l'histoire de l'Europe. Depuis 1969, le château a accueilli environ 5 millions de visiteurs. Henri-François de Breteuil est entouré de 10 salariés à plein temps. Alors le public marquis pourra revivre cette histoire de la restauration à aujourd'hui grâce à une exposition qui débutera en mai. C'est ça, le 18 mai, nous allons en quelque sorte fêter les 50 ans d'ouverture par une exposition qui va nous montrer à la fois le château et son évolution, comment on est parti d'un château, je dirais, en quasi-ruine vers un château maintenant très ouvert avec toute une série d'animations, notamment pour les enfants, à l'intérieur avec les personnages de cire, à l'extérieur avec les contes de Perrault. Donc c'est tout cela qu'on va montrer dans cette expo, ainsi qu'un petit film qui évoquera un petit peu des différents reportages qui ont été faits sur le château et sur ses propriétaires. Alors, avant de l'ouvrir en 69, vous avez fait des travaux, mais encore aujourd'hui, vous faites toujours des rénovations, c'est en perpétuel changement. Le château est un chantier permanent parce qu'il y a toujours des choses à faire et finalement, curieusement, on manque toujours de place dans un château. On croit qu'on a tout ce qu'il faut et finalement, on se rend compte que, notamment pour les enfants, il faut avoir des salles pour les ateliers, il faut avoir des salles pour les conteuses,
il faut avoir des salles pour le pique-nique, etc. Et c'est pourquoi les travaux continuent, avec notamment un bâtiment qui, lui, avait brûlé, qui était dans un état épouvantable, qui est maintenant reconstruit, qu'on appelle la faisanderie, mais il reste tout l'intérieur de ce bâtiment à faire, et ça va nous occuper dans les 3 ou 4 prochaines années. Cette ouverture au public a donc 50 ans et c'est déjà une réussite. En 50 ans, une douzaine de visiteurs au début, 120 000 annuels aujourd'hui et la fréquentation ne cesse d'augmenter. Oui, c'est exact que le premier jour, c'était une grande émotion parce que même nos amis du village ou d'ailleurs disaient « Oh, mais si vous ouvrez au public, mais vous n'aurez jamais personne, ne vous fatiguez pas, ça ne servira à rien ». Et nous avions vraiment le sentiment qu'il fallait soit ouvrir les grilles au grand public et avoir une contribution du public pour restaurer le château, soit au contraire les fermer et nous mettre à l'intérieur, et à ce moment-là, avoir un château qui aurait complètement croulé. C'était un château pour tous. Et en faire un château pour tous, qui est le titre que j'ai donné à mon livre, et pour que tous les publics puissent venir, toutes les familles, avec finalement beaucoup de choses à faire et à découvrir. Alors, depuis 400 ans, certains marquis, mais pas seulement, ont obtenu des postes haut placés dans l'histoire française. Moi, je vous propose maintenant qu'on parte à la rencontre de quelques-uns d'entre eux avec notre nouveau sujet, et c'est votre cousin, Jean-Emmanuel Charot, qui nous les présente. À chaque roi, son ministre Breteuil. Le plus illustre, c'est lui. Louis-Auguste baron de Breteuil, ministre de Louis XVI. Diplomate en Europe, il est nommé à la maison du roi durant 5 ans. Il sera principal ministre en remplacement de Necker du 12 au 14 juillet 1789. Le plus beau souvenir que l'on puisse avoir de lui, c'est la table de Téchène, également appelée la table de Breteuil, confectionnée par Neubert et offerte en 1779 au baron de Breteuil, à l'époque où il était ambassadeur de France en Autriche. Louis XVI lui avait demandé d'être médiateur de paix et donc de rétablir la paix grâce à un traité dans la guerre de succession de Bavière, ce que le baron de Breteuil a réussi brillamment à faire sans qu'aucune goutte de sang ne soit versée. Chez les Breteuil, ils sont 3 à avoir eu un rang de ministre. Le premier de la famille, c'est Louis de Breteuil, contrôleur général des finances du roi Louis XIV. Charles n'a que 8 ans en 1789. Parce qu'il était mineur, son château est mis sous séquestre par les révolutionnaires. Il lui sera rendu intact à sa majorité. Ce jeune Charles de Breteuil, nous le retrouvons ici en 1821 dans la bibliothèque. Il est dans son habit bleu de préfet et il sera nommé pair de France par Louis XVIII en 1823. Un roi alors impotent qui se déplaçait en fauteuil roulant. Charles de Breteuil est un proche collaborateur du souverain français. Il est alors l'un des principaux conseillers en termes de politique étrangère. Un goût pour la politique étrangère que l'on retrouve chez son petit-fils Henri de Breteuil. Le 12 mars 1881, le 8e marquis reçoit le prince de Galles, futur Édouard VII et arrière-grand-père d'Élisabeth II. Il reçoit aussi Léon Gambetta, président de la Chambre des députés. Cette rencontre qui a lieu chez Henri de Breteuil à la demande du prince de Galles a pour but de jeter les bases de l'entente cordiale pour cette amitié franco-britannique qu'il était grand temps de réaliser. Cette amitié ne sera signée que 23 ans plus tard, en 1904. Alors, je vais maintenant vous présenter la grande dame de la famille, Gabrielle Émilie de Breteuil, plus connue sous son nom de femme mariée, Madame du Châtelet. Femme illustre de la famille Breteuil, Gabrielle Émilie est une mathématicienne du XVIIIe siècle, longtemps restée connue comme la compagne de Voltaire. Enfant, elle avait fait promettre à son père de ne pas l'envoyer au couvent et de recevoir le même enseignement que ses frères. Le grand ouvrage de sa vie a été la traduction des principes de Newton. Alors, Newton avait écrit ces principes dans un latin scientifique extrêmement complexe que même ses contemporains scientifiques ne comprenaient pas. Et Madame du Châtelet a tout traduit et surtout elle a commenté et expliqué les principes de Newton. Cette traduction française est toujours la seule à ce jour. Les visites du château retracent cette histoire à travers 100 portraits de famille et une vingtaine de portraits royaux. Alors, vos aïeuls et leurs invités sont représentés en statues de cire. Ce sont des créations du musée Grévin. Absolument. Les 9 premiers personnages du musée Grévin sont arrivés en 1971. Avec notamment Marie-Antoinette, Louis XVI, mon grand-père, le roi d'Angleterre, Édouard VII, Louis XVIII, etc.
et ça a été le début de lancement finalement, du véritable lancement du château, qui nous a permis en 71 de passer de 5000 visiteurs en 69, première année, à 50 000 visiteurs l'année 71. Donc il y a des personnages de cire historiques du musée Grévin, car c'est ce qu'il y a de mieux, je dirais, en Europe. On ne peut pas trouver mieux que le musée Grévin pour refaire des personnages historiques, mais on a aussi les personnages, bien sûr, des contes de Perrault. Alors, les contes de Perrault, on en parlera un tout petit peu plus tard. Pour revenir sur ces statues de cire, certaines sont actuellement absentes, comme la Marie-Antoinette, pour cause de restauration. Exactement, parce que ces personnages, comme des acteurs de cinéma en quelque sorte, ou des acteurs de théâtre, ou des danseurs, ces personnages, ils ont besoin d'être remaquillés. La coiffure doit être revue un petit peu. Et c'est pourquoi la scène Marie-Antoinette, Louis XVI, cardinal de Rohan, baron de Breteuil, la fameuse scène d'arrestation du cardinal, est en ce moment dans les ateliers du musée Grévin. Et nous sommes allés avec Jean-Emmanuel pour choisir d'ailleurs un nouveau costume pour Louis XVI. Et d'ailleurs, Jean-Emmanuel a beaucoup de savoir dans le domaine de la décoration. Et il a choisi avec une grande précision les fils dorés qui devaient aller à tel endroit, la décoration du Saint-Esprit qui doit être mise de telle manière, etc. Donc tout ça pour dire que c'est un début avec les 4 cette scène-là, mais tous les autres personnages, petit à petit, vont passer à Grévin. C'est l'année de la résurrection des personnages de cire, parce qu'on n'avait finalement pas fait grand-chose depuis 50 ans, donc il fallait quand même maintenant se lancer là-dessus. Et est-ce que vous envisagez d'en créer d'autres ? D'amener d'autres personnages au sein de votre château ? Oui, sûrement. Alors dans le château même, ce sera probablement un peu difficile, parce qu'on est vraiment au complet, notamment avec les personnages des cuisines, avec Émilie de Breteuil et Voltaire qui est apparu. Donc de ce côté-là, on est quand même bien rempli, avec Proust aussi qui est apparu. D'ailleurs, le musée Grévin lui-même vient de faire un Marcel Proust pour chez lui, pour son musée, tout récemment. Donc d'autres personnages dans le château, non, a priori. En revanche, il y a encore un conte qu'il faut encore moderniser, c'est celui du Petit Poucet, parce que le public maintenant, il a envie d'avoir des personnages qui bougent, avec des télévisions, avec des évocations très très vivantes, et justement le Petit Poucet est le dernier à moderniser, ce qui en ferait 8. Après, il restera peut-être Riquet à la houppe, mais on aura fait tous les contes principaux. Alors justement, nous parlons beaucoup des contes. Vous accueillez ici de nombreux enfants avec leur famille, mais aussi dans le cadre scolaire, car l'une des activités phares de la visite, ce sont les contes de Charles Perrault. Et le choix de cet auteur n'est pas anodin pour votre château. Non, alors Perrault est très lié à Breteuil et au Breteuil, parce qu'il a été le bras droit de mon aïeul Louis de Breteuil, dont d'ailleurs tous les Breteuil descendent. Ce Louis de Breteuil était ministre des Finances du roi Louis XIV, et il a eu un bras droit qui s'appelait Charles Perrault, qui était une sorte de ministre de la Culture, chargé des grands travaux, et qui s'est beaucoup occupé notamment des grands travaux à Versailles et des grands travaux aux Tuileries. Donc il a eu un rôle essentiel là-dedans. À l'époque de Colbert, il était protégé par Colbert, et puis par la suite, la politique royale a changé, c'est-à-dire que Louvois est devenu principal ministre, et Perrault, véritablement, est devenu le grand écrivain que nous connaissons, et l'auteur des contes qui sont parmi les plus beaux textes qu'on puisse avoir en langue française. Et donc ces contes, comme vous le disiez, ont évolué au fil des années, et pour se replonger dans leur évolution à un autre sujet, regardez. Cendrillon. Podane. Ce jour-là, c'est Podane qui recueille le plus de suffrages, mais à Breteuil, les contes, il y en a 8. 8 scènes qui retracent les histoires de Charles Perrault. Le dernier né du château, c'est Barbe Bleue et son cabinet interdit qui cache de lourds secrets. Je ne devrais pas y aller. Pour cette nouvelle mise en scène, les équipes ont misé sur les lumières et la vidéo au cœur de l'ancien salon de chasse du château.
Il faut allier la tradition et la modernité, donc avoir les personnages de cire du musée Grévin, respecter le lieu dans lequel la scène est présentée, et puis y apporter une vision artistique et les nouvelles technologies, notamment les effets vidéo, lumière, le son. Tout cela permet de créer une atmosphère, j'espère, unique. Une rénovation 20 ans après sa création. L'une des toutes premières histoires à être contée sent bon la galette et le petit pot de beurre. Nous sommes ici dans l'ancienne maison de jeu des enfants de la famille de Breteuil, qui a été construite spécialement pour eux à la fin du 19e siècle. Et cette maison a été réaménagée dans les années 80, au 20e siècle, pour y installer la scène de conte du Petit Chaperon Rouge. C'est un peu la scène expérimentale, c'est-à-dire que c'est une des premières qui a été installée ici avec des personnages de cire. Et puis en 2012, c'est la première que nous avons adaptée en son et lumière. Eh bien voici le futur chantier, la prochaine restauration, ce sera la dernière scène de conte en son et lumière, un chantier qui nous attendra pour 2020. Ce petit poussé n'a pas évolué depuis sa création. Les équipes réfléchissent à comment le faire voyager et vous faire chausser vous aussi les bottes de 7 lieux. Alors depuis le début, on parle et on voit beaucoup le château, mais il y a aussi un parc qui l'entoure, 75 hectares de terrain à Choiseul. On y trouve plusieurs types de jardins, des arbres centenaires. C'était aussi la passion de votre épouse, Séverine de Breteuil. Oui, alors Séverine de Breteuil s'est passionnée pour les jardins tout le temps. Elle a elle-même créé d'ailleurs un jardin que l'on appelle le Jardin des Princes, que nous apercevons d'ici avec les cerisiers du Japon qui sont en fleurs. Ça ne dure pas longtemps la floraison, il faut venir les voir avant la mi-avril parce que ça se termine vite. Et c'est grâce à un mécénat japonais que nous avons eu la chance que c'était un mécénat de la compagnie d'électricité japonaise qui avait offert au château ces arbres donc, que l'on a plantés il y a déjà plusieurs années. Et il y a bien sûr un jardin à la française qui nous entoure, qui est l'œuvre de Duchesne, qui était le grand paysagiste des années 1890-1900, un suiveur de Lenôtre en quelque sorte, mais plus tard, mais avec le talent un peu de Lenôtre. Et puis on a une chose très curieuse aussi dans le parc, que tout le monde trouve quelquefois va voir, mais c'est un peu plus loin, ce sont les châtaigniers de l'époque de François Ier, qui vivent toujours, ce qui est étonnant, ils nous donnent des feuilles, les troncs sont toujours là, et on a vraiment l'impression de personnages vivants avec ces arbres, qui nous racontent cette longue histoire qui là correspond à plus de 500 ans. Et c'est une grande rareté de ce parc que ces châtaigniers très anciens. Alors vous nous avez donné quelques indices et moi j'ai suivi Hélène Blanchet qui est guide conférencière au château. Elle nous fait visiter les jardins. 75 hectares de jardin classés monuments historiques en 1973. Le plus grand est le jardin à la française créé entre 1897 et 1903. Henri de Breteuil s'adresse au Duchesne, un père et son fils paysagistes français. Aussi, c'est le jardin à la française, construit vers 1900. Un parc à la française est fait pour être vu de hauteur, mais là, on a la chance d'avoir une terrasse qui vous permet même des jardins de pouvoir le voir en plus haut. Et c'est en allant près de la porte centrale du château que vous serez juste à la bonne hauteur pour voir ce parc. C'est un jardin comme on les faisait au XVIIe siècle, un jardin très régulier, dont par exemple les allées correspondent à l'extérieur ou aux parties centrales du château. Et il y a typiquement des buis, des ifs taillés, et par exemple celui-ci, un grand plan d'eau. Un plan d'eau qui, les jours de beau temps, reflète le château et ce qui l'entoure. À ses côtés, un cèdre donné par Marie-Antoinette à une des dames de Breteuil. Passion de Séverine de Breteuil, le jardin des Princes renaît en 1991. Le jardin de fleurs est créé à la place de l'ancien potager. Avec un esprit XVIIe siècle, avec des pièces un peu fermées, avec des charmes par exemple, qui permettent de s'isoler. Il y a des allées, des plates-bandes,
avec des fleurs qui sont certaines des vivaces et d'autres qui sont changées régulièrement, des annuelles. Et il a été réalisé par Séverine de Breteuil avec un paysagiste appelé Pécher qui s'inspirait du travail de Witz, un Belge. En floraison toute l'année, ce jardin possède des variétés spécifiques pour chaque saison. En ce printemps, les stars viennent de très loin, comme ces cerisiers japonais. Ils seront bientôt remplacés par les pivoines. Henri-François de Breteuil, quel est l'avenir du château? Quelles sont les 50 prochaines années? Écoutez, ça c'est une question difficile. Moi je crois que l'avenir du château, c'est d'abord de continuer et puis d'enrichir les animations, les réalisations, les travaux dont je vous ai parlé, notamment la faisanderie. Ce château est très bien lancé, je dirais maintenant, notamment pour le public des familles, pour le public des enfants. On a à peu près sur 120 000 visiteurs payants, puisqu'il y a aussi avec les gratuits, mais on arrive à 135 000, je crois, avec les gratuits. On a là, sur ces visiteurs, on a 60 000 enfants, essentiellement des enfants des écoles. Il y a aussi les enfants avec leurs parents, leurs grands-parents, dès qu'il y a des visites scolaires. Et moi-même, j'accueille tous les visiteurs le samedi, le dimanche, les jours fériés et toutes les vacances scolaires. Ce qui fait que j'estime que je dois, et ça me fait très plaisir, j'aime faire ça, je fais ce que vous appelez dans votre métier un lancement pour la visite, eh bien je dois facilement voir au moins personnellement 50 000 visiteurs dans ces lancements. Et puis on se revoit après souvent, les visiteurs me disent ce qu'ils en pensent et ils donnent quelquefois des idées. Enfin, ce dialogue avec les visiteurs est je trouve enrichissant. Merci Henri-François de Breteuil. Alors pour fêter les 50 ans de son ouverture au public, il y a une exposition à découvrir à partir du 18 mai et toutes les informations sont sur le site du château. Un petit tour d'horizon maintenant, des rendez-vous à venir dans les Yvelines. Au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, une conférence, spectacle, concert. Mathieu Bauer explore la notion du paysage sonore. Il s'interroge en musique sur ce qu'écouter veut dire regarder. Il désacralise la musique classique. Le pianiste Jean-François Zigel s'empare de Bach, un Bach très apprécié des improvisateurs, notamment les musiciens de jazz. Jean-François Zigel est à Maurepas le 12 avril. Et on retrouve Bach, cette fois accompagné de Vivaldi, Tchaïkovski, Rachmaninoff ou encore Bizet. À l'auditorium de la batterie, les chefs de pupitre de l'orchestre de chambre Nouvelle Europe vont se succéder pour jouer 3 siècles de musique. Le concert débute à 20h30 le vendredi 12 avril. Et à plaisir, vous pourrez partir au début du XXe siècle aux États-Unis pour découvrir le barbershop musique, un chant en harmonie à 4 voix et a cappella, un quartet l'adapté en France. Rendez-vous le vendredi 12 avril. Parlons des affaires, j'ai ma conscience pour moi, je suis transparente. Oui, j'ai détourné un peu d'argent. Oui, j'ai embauché mon chihuahua. À peine 1 ou 2 millions d'euros. En tant qu'assistant parlementaire. Les broutilles, bonsoir. Philippe propose un jeu à sa femme pour leurs 27 ans de mariage, 2 mensonges et une vérité à dire chacun. À l'autre de trouver quelle est la vérité. Fausse piste, filature vaine. À l'écriture, Sébastien Blanc et Nicolas Poiré. À la mise en scène, Jean-Luc Moreau. Et sur scène, 6 comédiens dont Lionel Astier et Frédéric Bourali. Regardez. J'ai eu un enfant avec un autre homme. Mon prénom et mon nom de jeune fille sont faux. J'ai fait de la prison. Allez, bonne nuit. Tu l'as fait suivre. Pour qui tu me prends, enfin? Ça serait monstrueux. Non, je la suis moi-même. Ou alors, deuxième hypothèse, c'est Catherine la psychopathe. Ce dont je me suis souvent douté. À Manille-les-Hameaux, c'est un week-end 100% culture urbaine qui vous attend. B3.1, Zik en herbe et une battle solidaire. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la ville. Une avant-première à présent, le Centre de musique baroque de Versailles et l'association Culture et Cinéma vous invitent à découvrir un documentaire. Il raconte les dernières semaines d'Edward Higginbotham à la tête du chœur qu'il a dirigé pendant 38 ans. Début de la projection à 19h le mercredi 17 avril.
C'est la fin de ce statut de culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro.